votes pour, 15 contre. Les objectifs... La Corse sera plus forte. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur VHTIL pour notre émission mensuelle réalisée en partenariat avec RCFM et Corse Matin. Et pour ce dernier contraste de l'année 2018, nous recevons une invitée qui n'est autre que la première femme préfète de Corse, Madame Josiane Chevalier. Jeanne Chevalier, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Vous serez interrogé ce soir par Roger Antèche de Corse Matin et Patrick Winchiguer de RCFM. Bonsoir. Messieurs, bonsoir à tous les deux. Alors, vous avez été nommé le 27 avril dernier en Conseil des ministres. Vous étiez auparavant en poste dans l'Essonne. Alors, comme toujours, la parole du représentant, de la représentante de l'État est attendue. Mais ici, cette fois-ci, le contexte est quand même particulier entre conflit des jaunes et jaunes d'ampleur relative et non violente en Corse, le voyage annoncé du Premier ministre, dont on ne sait pas encore s'il aura lieu, et puis les relations quand même difficiles avec la collectivité de Corse. La situation impose des réponses et vous êtes là peut-être pour nous en donner. Mais d'abord, l'actualité et la mobilisation contre le prix des carburants et les hausses annoncées pour janvier avant que le gouvernement ne recule sur ce point. On vous a entendu, depuis que vous êtes arrivé, sur beaucoup de sujets. Vous êtes intervenu, vous avez parcouru le territoire, sauf celui du prix de l'essence. Alors, je relativise parce que vous avez répondu par l'intermédiaire d'une lettre rendue publique au collectif contre la hausse des carburants. Ce carburant est beaucoup plus cher en Corse, malgré le fait que la TVA soit inférieure de 7 points. Vous avez tous les moyens d'agir, vous avez toute l'attitude dans ce domaine. Pourquoi vous ne le faites pas ? Alors, je veux d'abord vous remercier de cette invitation qui me donne l'occasion de m'adresser aux habitantes et aux habitants de la Corse. Sur ce sujet, évidemment, je l'ai abordé. Ce coût de la vie chère en Corse n'est pas une nouveauté. Il ne se passe pas un jour sans que l'on m'en parle, puisqu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, je suis une préfète dans les territoires et j'ai reçu d'ailleurs le collectif Agissons pour la vie chère qui m'a redit un certain nombre de constats qui figuraient dans le rapport de l'inspection générale des finances, mais également qui a été abordé lors de la venue de Bruno Le Maire. Donc nous avions prévu de lancer un contrôle de concurrence sur la fourniture et la distribution du marché des carburants. Ce contrôle devait avoir lieu début 2019. Après ma rencontre avec le collectif, j'ai décidé que ce contrôle soit immédiatement lancé. Par ailleurs, ils ont émis le souhait que la Corse bénéficie des mêmes dispositions que le décret dit Victorin Lurel, un décret de 2013 qui permet effectivement au préfet de fixer les tarifs. À ce jour, je ne peux pas fixer les tarifs puisque ce décret ne s'adresse qu'au territoire d'outre-mer et c'est un décret ministériel. Donc moi j'ai fait remonter cette demande au niveau national, mais pour l'heure je ne peux pas agir autrement que sur le contrôle sur le niveau des prix qui est libre. Mais effectivement, cela a été pointé, un taux de TVA diminué de 7% et une hausse des prix qui se situe à peu près au même niveau, en moyenne. Donc tout ça n'est pas normal. Dans la lettre que vous avez adressée au collectif, parlait de 28 millions d'euros, cette mesure de TVA, de moins 7 points de TVA. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, qui n'est pas nouvelle, parce qu'on en a entendu parler souvent dans le débat, où passent ces 28 millions d'euros? En tout cas, ils ne sont pas au prix à la pompe. Ça va être ça l'objet du contrôle que vous allez opérer? Tout à fait. C'est un contrôle très complet qui va être réalisé donc par le pôle C de la Direct, c'est-à-dire anciennement la direction de la concurrence et de la consommation, et qui va permettre d'analyser, mais également avec des éléments comparatifs, ce point précis en s'intéressant à ce marché. Dans quel délai ? Je pense qu'il faudra... Pas dans 6 mois. Non, pas dans 6 mois. Ce contrôle démarre immédiatement, donc il pourra être conduit, je pense, sous un trimestre. Je pense un délai raisonnable. Il pourrait être suivi de sanctions, ce contrôle, si on découvre des ententes illicites entre les fournisseurs de carburant. Bien sûr, bien sûr. Après, ce
Ce dossier passera, s'il le faut, dans le domaine judiciaire, mais nous n'en sommes pas là. Et pour éclairer les décisions, il est toujours utile d'avoir un état des lieux assez complet pour objectiver toutes les données. Mais tout le travail qui a été engagé de manière sérieuse par ce collectif sera porté aussi à la connaissance des enquêteurs, bien entendu. Alors pour l'instant, vous avez traversé ce conflit des Gilets jaunes très tranquillement, en Corse. Finalement, c'est un poste beaucoup moins exposé qu'on pouvait l'imaginer. C'est pour ça que vous avez postulé? Alors, tout d'abord, je tiens à vous faire une confidence. Je suis une préfète heureuse. Je suis une préfète heureuse parce que j'ai la chance d'exercer le métier que j'aime dans un territoire exceptionnel. C'est un territoire qui a une forte identité, c'est un territoire qui vit une nouvelle page institutionnelle de son histoire. Vous évoquez ce sujet des Gilets jaunes avec un mouvement relativement modeste en Corse, mais il ne faut pas minimiser ce que nous entendons. Nous avons reçu des représentants... Comment vous expliquez ce calme relatif, en tout cas pour l'instant, des Gilets jaunes en Corse? Parce que je pense que la Corse est un territoire différent de beaucoup de régions du continent. En Corse, nous pouvons avoir un dialogue direct avec les gens sur tous les sujets de la société. Nous pouvons aussi faire du sur-mesure, j'allais même dire de la haute couture, c'est en quelque sorte un peu l'application du droit à la différenciation. La Corse est un territoire qu'on administre différemment. Et puis la taille fait aussi qu'on peut travailler dans la proximité avec une dimension humaine. Et je pense que tout ça est facilité par cette taille de la Corse. Mais pourtant, la précarité est plus importante qu'ailleurs. Est-ce que ce ne sont pas les nationalistes dans cette histoire qui font tampon? Alors je ne vais pas me lancer sur une analyse politique, ce n'est pas mon rôle. Vous savez que les préfets ont un devoir de réserve et de neutralité. Moi, mon rôle, c'est d'appliquer la politique du gouvernement et de faire en sorte que la Corse bénéficie au maximum de tous les dispositifs qui sont prévus, notamment le plan de lutte contre la pauvreté que nous allons mettre en place en partenariat étroit avec la collectivité de Corse dans les prochaines semaines, puisque la collectivité de Corse est par les lois de décentralisation le chef de file de l'action sociale, mais il y a aussi d'autres acteurs que sont les associations caritatives que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer. Et je pense que tous ensemble, nous pouvons mutualiser nos forces et nos moyens pour s'attaquer à cette précarité qui présente de multiples visages. Alors on va quand même parler de politique. Depuis l'élection du président Macron en mai 2017, et contrairement au profil girondin qu'il semblait vouloir afficher durant la campagne présidentielle, c'est un retour quand même en force de l'État, notamment à travers le rôle de son représentant, c'est-à-dire vous, les préfets. Alors on va regarder le sujet de Dominique Moret. Il n'y a pas d'État colonial. Il n'y a pas non plus de justice politique. La justice, elle est indépendante. En ce 22 novembre 2017, Bernard Schmelz reprend la main. Lors d'une conférence de presse atypique, le préfet de Corse évoque tous les sujets. L'Assemblée de Corse peut voter les motions qu'elle veut. Le siège du pouvoir est au Palais Lantivy, que cela plaise ou non au président du Conseil exécutif Gilles Simeoni. Le 7 février, dans son discours à Bastia, Emmanuel Macron multiplie les références au préfet. Il est loin le temps de la décentralisation. Et je vous propose que nous préparions ensemble un plan d'accompagnement de la Corse pour forger l'avenir de l'île dans le bassin méditerranéen. L'élaboration de ce plan sera pilotée par le préfet de Corse et suivie au niveau gouvernemental par le ministre Mézard et la ministre Gouraud. Fin mai, Josiane Chevalier, première femme préfète dans l'île, succède à Bernard Schmelz. Ce dernier avait des rapports tendus avec la majorité. La mission officielle, comme souvent, désormais, est d'apaiser. Moi, je viens avec un état d'esprit positif, peut-être pour tourner une page et avoir des relations. Moi, je fais une offre de service et j'espère qu'elle sera entendue. Mais je suis quelqu'un qui croit en l'humain, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Depuis, les sorties officielles se multiplient comme jamais auparavant. Le plus haut représentant de l'État en Corse est partout.
Ainsi, en ce 27 août à Toll, c'est une sympathique rencontre avec la réserve communale d'incendie. Mais les dossiers sont souvent plus explosifs. Mi-novembre, alors que la collectivité de Corse négocie les programmes européens, les services de l'État dénoncent des fraudes présumées aux aides de la PAC. La semaine dernière, la préfète de Corse convoque une réunion sur les déchets à Corté. D'aucuns auraient pu y voir une manière d'insister sur la difficulté des acteurs locaux à exercer leurs compétences. Alors ce retour au premier plan de l'EFA, cette affirmation de cette présence, beaucoup de régions, de départements, voire de mairies s'en plaignent, pas seulement en Corse. Au niveau national, ils dénoncent un retour de la décentralisation. J'imagine que vous ne partagez pas du tout cet avis, mais votre mission est quand même très claire. Donc je voudrais quand même vous rassurer, les préfets n'ont jamais disparu. Les préfets, leur rôle est fixé par l'article 72 de la Constitution. C'est peut-être la façon d'incarner le poste qui a changé et effectivement des attentes plus fortes du président de la République d'incarner son projet de transformation à travers trois axes. Celui de libérer les énergies, celui de protéger et... on a pu l'exprimer notamment lors de la tempête Adrian, et puis celui de la cohésion territoriale et sociale. Pour ma part, j'exerce ici mon métier de la même manière que dans les autres territoires où j'ai été en poste. J'ai des relations... Et le fait qu'il y ait des nationalistes au pouvoir, ça ne change pas votre approche, c'est sûr ? Ça ne change absolument pas mon approche. Je travaille avec les élus. On a l'impression que l'État veut s'affirmer davantage à partir du moment où il y a des nationalistes au pouvoir. Je vous le redis. C'est uniquement une impression. C'est une impression. J'ai été 3 fois préfète avant d'être affectée en Corse et j'exerce vraiment mon métier de la même manière. J'ai des relations normales et constructives avec les élus, avec bien sûr au premier chef le président du conseil exécutif que je vois régulièrement, avec qui les relations sont fluides. D'ailleurs, pendant la séance de maquillage, il m'a appelé ce matin, nous avons échangé pour vous dire que ce sont des relations, mais vraiment tout à fait classiques que j'ai pu avoir avec d'autres élus. Et je ne vois pas la différence en Corse, très sincèrement. Il y a du respect de part et d'autre. Et c'est ça le plus important. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir changé par rapport à mes postes précédents. Est-ce que vous allez vous rendre devant l'Assemblée territoriale à l'invitation du président Talamone pour faire un compte-rendu de l'action de l'État ? Le président Talamone m'a courtoisement invité à présenter le rapport d'activité des services de l'État comme le prévoient les textes. Et je lui ai répondu très positivement. Nous avons eu plusieurs échanges. Et donc, au premier trimestre, après avoir remis le rapport lui-même à l'ensemble des élus, je viendrai échanger à l'Assemblée, à son invitation, avec l'ensemble des élus territoriaux. Je voulais revenir sur un terme que vous avez employé tout à l'heure, ce droit à la différenciation dans l'action de l'État. Est-ce que depuis votre arrivée, vous pouvez me citer un seul sujet que vous avez traité ici différemment que vous l'auriez fait par exemple dans l'Essonne ou dans un autre département ? J'allais dire qu'ici... tous les sujets sont traités différemment parce que la taille de l'île, les particularités de l'île le nécessitent. Par exemple, le sujet des déchets, l'État est venu bien en appui sur ce sujet d'intérêt général, à la fois financièrement, techniquement, et peut-être que ce sujet-là aurait été traité différemment dans mon poste. Mais je crois que c'est l'ensemble des dossiers qui sont traités différemment, parce que je le redis, ici on doit faire du sur-mesure, s'adapter au territoire, aux situations les plus diverses. Vous faites la liaison avec le sujet que nous allons aborder, c'est celui des déchets, c'est absolument inextricable. Alors vous avez réquisitionné le centre de Prunay, ça n'a pas eu d'effet puisqu'il est toujours bloqué. Vous avez organisé la réunion à Corté, très longue réunion, ça n'a pas eu d'effet non plus. Où est la solution ? Alors, je ne partage pas tout à fait votre avis sur le fait que la réunion à Corté aurait été inutile. Le débat n'est jamais inutile. Prendre le temps de l'écoute, de se comprendre, permet de faire avancer. Alors, le centre de Prunay, on avance, on est resté dans le dialogue avec les élus, ils sont compréhensifs. La fenêtre sanitaire est quand même là. Il faut comprendre aussi ces élus. Des élus, j'allais dire, qui ont subi la double peine. À la fois, ce sont des élus extrêmement vertueux pour le tri,
ils voient passer devant leur porte des déchets non triés et ce sont des élus qui accueillent le centre d'enfouissement. On peut comprendre que depuis un certain nombre d'années, ils puissent réagir. Donc nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points à Corté, donc je ne peux pas... Ça ne vous a pas empêché de réquisitionner ce site, même si c'est sans effet. Le site a été réquisitionné avant la réunion de Corté. D'où vient cette décision de réquisitionner? Est-il vrai que c'est une demande de l'exécutif de Corse, de la collectivité de Corse? Non, ce n'est pas une demande du Conseil exécutif de Corse, c'est une décision que j'ai prise après avoir été saisie par des présidents d'intercommunalités, par des responsables de centres commerciaux qui avaient beaucoup de mal à trouver un exutoire pour leurs déchets. Donc ce n'est absolument pas l'exécutif qui m'a dicté cette décision. D'abord, j'ai l'habitude de décider moi-même en fonction de l'analyse que je peux faire des dossiers. Donc c'est vraiment une décision que j'ai prise avec mon collègue de Haute-Corse après une analyse objective de la situation et notamment des conditions de salubrité publique et de santé. Alors les élus du Fiumo ont demandé l'exportation des déchets. Cela coûte cher. Vous avez dit qu'il n'était pas question que l'État y participe. Votre prédécesseur, M. Mirman, qui était préfet avant M. Smel, ça n'avait pas tout à fait la même position. Alors, on dit qu'ils accompagneraient. On fait dire beaucoup de choses à mes prédécesseurs. Il se trouve que mes prédécesseurs, qui n'ont pas oublié la Corse, qui sont toujours très attachés à la Corse, échangent beaucoup avec moi. Donc il n'y a pas eu d'engagement à financer le transfert. Il a parlé d'aide. L'accompagnement, il est acquis à la collectivité pour les procédures, pour le dialogue avec les services de l'État des régions susceptibles d'accueillir ces déchets, mais il ne peut pas être de la responsabilité de l'État de financer ce transfert de déchets, qui est quand même un constat d'échec. D'ailleurs, ce transfert devra être considéré surtout comme un filet de sécurité. Le président du Conseil exécutif a eu l'occasion de le dire. Il devra être limité à la fois dans le temps et dans les volumes. Donc pas question d'y participer financièrement à cette exportation de déchets. Est-ce que vous pourriez financer un incinérateur qui lui coûterait beaucoup plus cher? Alors, je pense qu'il faut tourner la page de l'incinérateur. Nicolas Hulot, quand il est venu en Corse en août, il était encore ministre, il ne l'est plus. A laissé entrevoir la possibilité d'un incinérateur et d'une participation à l'époque de l'État. Nicolas Hulot a indiqué qu'il fallait étudier les champs du possible. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour ma part, j'ai été assez claire sur l'incinérateur. Et je l'ai dit lors de la réunion à Corté. D'abord, ce sujet est un sujet tabou en Corse qui est un sujet de clivage très fort. Et je pense que ce n'est pas la solution à l'incinérateur, à bien des égards. Ce n'est pas un modèle qui correspond à la Corse. Et je pense personnellement que la solution ne viendra que des territoires. Je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, avec des petites installations. Et je crois vraiment à une réflexion par micro-territoire si on veut avancer sur ce sujet difficile. Il n'y a plus d'acceptabilité sociale. Il n'y a plus d'acceptabilité sociale. Personne ne veut des déchets du voisin. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne à des choses simples, traiter le déchet là où il est produit. Ça rejoint peut-être la grande interrogation de qui va payer l'export maintenant. Les intercommunalités, on les sent perplexes sur la période transitoire, 2021, le temps que le surtri se mette en place. Mais on sent aussi chez eux une autre préoccupation qui rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, que l'État était prêt à s'engager financièrement. Tout ce plan, finalement, il va coûter très cher et comment on va pouvoir le supporter. On revient là sur le nerf de la guerre par rapport aux déchets aussi. On sent bien qu'il y a un problème économique et financier derrière, notamment sur les ressources qu'ont les intercommunalités aujourd'hui pour traiter ce problème-là. Qu'est-ce que l'État va apporter quoi dans cette affaire-là de manière financière? Alors, l'État apporte déjà beaucoup au plan financier, puisque sur 3 ans, nous avons financé près de 14 millions d'euros. Nous souhaitons nous engager très, très largement sur le tri généralisé, où par voie de convention, nous mettrons à disposition des ambassadeurs du tri, un financement pour ces ambassadeurs du tri. Une démarche qui a fait ses preuves dans différentes communautés de communes, parce qu'on ne part pas de rien. Je suis par exemple allée sur le territoire
territoire de la communauté de communes de Calvi-Balagne, où il y a un travail remarquable qui est fait. Je pense qu'on peut essayer aussi de capitaliser, mutualiser ces bonnes pratiques. Certaines intercommunalités, je le redis, sont très engagées, celle du Fiumorbe, les 2 communautés de communes de Calvi-Balagne. Je crois qu'il faut partir de ces exemples. Donc nous participerons financièrement fortement au tri généralisé. Mais l'État ne peut pas imposer sur cette compétence qui ne relève pas de l'État. Donc l'État peut être force de proposition, peut venir en accompagnement, mais le rôle, je pense, doit revenir aux élus du territoire. Et la collectivité sur ses finances propres, c'est ça ? La mise en place du plan. Je ne répondrai pas à la place du président du Conseil exécutif. Nous sommes pleinement d'accord sur le tri généralisé. Il faut aller très vite et très fort. Mais vous me permettrez de ne pas répondre à la place du président du Conseil exécutif sur le financement de l'export. Alors, il y a un domaine qui relève uniquement de votre compétence, c'est celui des services publics. Alors, on écoute une question de Patrick Boissard de la CGT sur l'avenir, justement, de ces services publics. Madame la préfète, bonsoir. Dans le contexte de notre île montagne, les services publics, par leur fermeture, s'éloignent des usagers et de fait ne sont plus accessibles pour les besoins de la population sur l'ensemble du territoire insulaire. Dans son discours à Bastia, le président de la République avait dit vouloir répondre aux attentes réelles pour améliorer le quotidien des Corses. Force est de constater que bon nombre de services publics sont remis en cause et des annonces de fermeture importantes vont se dérouler, comme par exemple des bureaux de poste ou des services des trésors publics. Madame la préfète, quelle action compte mener concrètement l'État pour répondre aux attentes et aux besoins de la population insulaire ? Autrement dit, est-ce que la fermeture, les politiques de fermeture va continuer ou alors il y aura un moratoire là aussi ? Je voudrais tout d'abord rappeler que lorsque je me rends sur le terrain, j'essaie aussi de mesurer le service qui est rendu aux habitants. Le service, il est rendu d'abord par les communes, les intercommunalités, les services de la collectivité de Corse et l'État. S'agissant de l'État, il y a un maillage territorial qui est important, 5 arrondissements, 2 préfectures de plein exercice. Vous évoquiez la Poste, il y a en Corse 16 maisons de services et d'accès au public. Et plus généralement, je crois qu'il faut se poser aussi la question de l'accessibilité aux services publics. À cet égard, 2 points très importants, celui du numérique. Quand je vais sur le terrain, tout le monde me parle de la fracture numérique. Donc, comme vous le savez, la collectivité de Corse a signé avec SFR un plan d'équipement au niveau du numérique. L'État y a très largement contribué financièrement. Et puis, il y a également la téléphonie mobile. L'État, là aussi, a décidé de s'engager avec les opérateurs à couvrir d'ici 24 mois toutes les zones grises ou blanches. Et la Corse est très largement concernée, 8 territoires en 2018 et 29 en 2019, notamment des secteurs emblématiques comme le GR20, les aiguilles de Bavel, donc, qui viendront aussi renforcer l'activité. Alors, le service public, il prend de nouvelles formes. Il prend aussi de nouvelles formes. Vous savez qu'on est beaucoup dans le domaine de l'administration digitale pour que l'usager puisse accéder, quand il le souhaite, au service. Néanmoins, je reste très, très attentive en Corse aux fermetures sèches de services. Je l'ai dit à mon arrivée, je l'ai dit à M. Boissard, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, je n'accepterai pas les fermetures sèches de services publics. Il faut qu'on ait imaginé une autre réponse. Je suis très attachée aussi à certains modèles de services publics qui existent encore. Je pense notamment aux classes rurales. Les classes rurales, j'ai pu visiter celle d'Evisa. Ces classes rurales correspondent à un modèle adapté à la Corse. Et là encore, vous voyez, je pense qu'en Corse, il faut faire du sur-mesure, être créatif. Mais on a aussi beaucoup d'élus créatifs. Et j'ai plutôt confiance dans la présence des services publics, mais peut-être sous une forme plus moderne. Alors,
Autre problème sensible, qui n'a jamais trouvé de solution, celui-là, un énième problème, c'est celui des paillotes. Alors cet été, plusieurs opérations de contrôle ont été diligentées. Vous avez dit vouloir agir en y mettant les formes et en ayant une approche plutôt pragmatique et équilibrée dans une stratégie qui serait définie avant la fin de l'année. Alors on est à la fin de l'année. Quelle est cette stratégie? Alors, quand on parle des paillotes, on est sur un champ de mine, vous le savez bien. Je ne vais pas réévoquer un triste épisode lié à l'un de mes prédécesseurs. Et là aussi, pour bien comprendre comment les choses fonctionnent, je suis allée cet été chez Francis. Et j'ai discuté pendant 1 heure avec lui pour comprendre un peu les problèmes. À quel titre? Titre de spécialiste? Je ne comprends pas, chez Francis. J'ai choisi d'aller chez Francis parce que c'est un lieu emblématique, comme vous le savez. Et donc, il me semblait important d'échanger. Mais j'ai échangé avec d'autres. Voilà. Mais je parle de Francis parce que je sais qu'en Corse, c'est quand même un lieu assez emblématique. Donc je lui ai notamment parlé aussi de la nécessité d'avoir des structures de qualité. Et donc j'ai souhaité d'abord que les décisions remontent à mon niveau. Je signerai personnellement cette année, comme mon collègue de Haute-Corse, les décisions d'autorisation d'occupation temporaire. Parce qu'il est du rôle d'un préfet d'apprécier aussi toutes les dimensions. Il va y avoir des refus d'ores et déjà, on le sait, pour l'été prochain ou pas? Alors, là aussi, je souhaite que le travail se fasse en concertation. J'ai adressé des propositions au président du Conseil exécutif pour qu'on arrive à se mettre d'accord sur de grandes lignes d'application dès cet été, dans le respect de la loi bien sûr, mais dans un esprit, je le redis, de concertation. Les paillotes, c'est aussi l'image de la Corse. Cette image doit être de qualité. Les paillotes doivent respecter aussi l'environnement, le droit bien entendu. Il y aura des contrôles, comme il y en a eu en 2018. Les décisions de justice, bien entendu, seront appliquées. J'attends le retour que me fera le président du Conseil exécutif. Et le moment venu, j'annoncerai effectivement les critères qui vont prévaloir pour 2019 et les années suivantes, puisque je n'imagine pas qu'en une année, on puisse redresser complètement une situation. Madame, dites AOT, donc autorisation temporaire, ça veut dire uniquement l'été prochain des structures démontables à l'endroit où elles doivent se trouver. Ça veut dire qu'avant ça, on démonte ce qui ne devrait pas s'y trouver. Alors, non. Il y a déjà eu un certain nombre d'opérations de démontage en Haute-Corse, comme vous le savez. Il y avait eu un protocole d'accord suite à une décision de justice. Mais je le redis, je ne vais pas en un an régler le problème. Donc, chaque situation sera appréciée au cas par cas, mais nous donnerons bien sûr les règles du jeu. Concrètement, ça veut dire que certains endroits, il pourrait ne plus y avoir de paillotes. Tout à fait. Vous savez qu'il y a aussi un PADUC qui a prévu un classement des plages en 4 catégories. Il y a des plages naturelles qui ne doivent accueillir aucune paillote. Il y a des plages naturelles fréquentées, des plages semi-urbaines, des plages urbaines. Et donc, à partir de tous ces éléments, de toute l'analyse qui a été faite par les services de l'État, nous allons discuter avec la collectivité pour une application la plus objective possible, mais on tient compte aussi de la dimension économique. Enfin, les paillotes, c'est aussi de l'emploi encore. Sur le sujet, j'avais cru comprendre 2 choses. D'une part, que vous espériez un retour plus rapide de l'exécutif par rapport à la coordination que vous souhaitiez entre les 2 actions. Et 2, que dès lors que toutes les procédures en justice seraient épuisées, toutes les possibilités de recours, vous démonteriez. C'est bien ça la doctrine aujourd'hui? Les décisions de justice seront appliquées. C'est extrêmement clair, nous l'avons dit, et ce sera sans doute le premier principe de notre action. L'application des décisions de justice, on est dans un état de droit, ça me paraît assez naturel. Un petit retour sur une polémique du printemps dernier. Il y avait une note de vos services qui disait qu'il faut cibler les paillotes dont les propriétaires sont des nationalistes. Vous avez répondu qu'une enquête serait diligentée. On a des résultats de cette enquête aujourd'hui sur l'auteur de cette
note de service? C'est une maladresse. Il n'a jamais été question de viser les paillotes. D'ailleurs, je ne sais pas qui occupe les paillotes. Moi, l'étiquette politique ne m'intéresse pas. Vos services, apparemment, oui, ils le savent. Mais j'ai redonné des consignes à mes services. Nous allons travailler d'ailleurs, pour tout vous dire, sur une charte d'éthique et de déontologie. Moi, je ne souhaite pas qu'on vise quiconque, que ce soit par rapport à une étiquette politique ou à une autre caractéristique. Il est hors de question, bien sûr, de viser une paillote parce que le propriétaire aurait une étiquette politique. Il n'en est pas question. Justement, à propos de ces contrôles de légalité, ces autorisations, il y a ces jours-ci une décision du Conseil d'État qui devrait tomber concernant l'autorisation d'ouverture du centre Leclerc à Ajaccio. Ce centre a ouvert sans autorisation aucune. Comment est-ce qu'il est possible qu'on tolère l'ouverture d'un centre comme ça qui accueille du public et qui puisse fonctionner normalement? Si le Conseil d'État se prononce en la défaveur du propriétaire, vous feriez fermer le centre? Nous apprécierons la situation juridique quand la décision du Conseil d'État arrivera. C'est un dossier extrêmement complexe puisque les législations ont changé. Vous le savez bien, il y a maintenant un investissement qui a été fait, de l'emploi qui a été créé. Donc j'apprécierai avec bien sûr l'appui du niveau national ce qui a lieu de faire. Juridiquement, c'est un cas un peu unique. Après la décision du Conseil d'État, les recours sont épuisés. Donc la décision devient définitive, l'illégalité est validée. Je viens de vous répondre. Qu'est-ce qu'il y a à apprécier? Non, je ne vois pas ce qu'il y a à apprécier ensuite. Hein. C'est légal ou ce ne l'est pas? Je viens de vous répondre qu'effectivement, sont pas les mêmes que les paillotes. Il y a une analyse juridique qui sera faite des conséquences qui devront découler de cette décision. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas vu la décision, donc chaque chose en son temps, à chaque jour suffit sa peine, comme on dit, et donc j'apprécierai le moment venu, avec l'appui du niveau national, la nécessité d'appliquer une décision du Conseil d'État. Alors, dernier dossier avant de passer à la deuxième partie, c'est ces contrôles en matière d'aides agricoles. Pourquoi ces contrôles maintenant ? Tout d'abord, vous avez fait référence à plusieurs reprises dans votre présentation du discours du président de la République de Bastia qui constitue notre feuille de route. C'est sur la base de ce discours que je rencontre régulièrement aux instances nationales. Dans ce discours figurait aussi la nécessité d'exercer pleinement le rôle régalien de l'État, notamment à travers les contrôles. Derrière un contrôle, il y a un enjeu d'équité sociale. Et ces contrôles ne sont pas arrivés par hasard. D'abord, je dois rappeler qu'il y a des contrôles plus classiques qui étaient faits sur les aides de la PAC, qui ont abouti pour un certain nombre déjà des redressements financiers. Nous avons aussi souhaité travailler en interministériel pour que l'ensemble des services de l'État puissent apprécier un dossier. J'ai souhaité commencer par les 10 plus gros bénéficiaires de la PAC. C'est ça l'angle d'attaque. Les 10 plus gros bénéficiaires de la PAC. Et nous avons commencé un contrôle qui a été très largement commenté. Nous allons continuer puisqu'il en reste encore 9. Le premier donc qui a été contrôlé de ces 10 gros bénéficiaires a été épinglé. C'était le plus gros. On verra ce que donne l'enquête judiciaire, puisque maintenant le dossier est dans les mains de la justice. On s'est exprimé là-dessus. Moi, je suis quelqu'un qui défend l'agriculture, qui est une richesse pour ce territoire, et je regrette qu'une enveloppe fermée ait profité à des personnes de manière frauduleuse. Il y a une autre procédure qui se télescope à vos contrôles aujourd'hui, c'est la plainte d'Anticor, une plainte contre X, qui parle de détournement massif en matière de subventions agricoles, là aussi, qui parle de 30 millions d'euros sur 4 ans. Et dans le libellé de cette plainte, l'État est mis en cause pour ces contrôles, précisément, pour ne pas les avoir effectués de manière plus précoce, parce que... On est dans le même sujet, on est très clairement dans le même sujet, celui des contrôles de la PAC. On verra ce que donne la suite judiciaire. Les services de l'État, je le redis, ont fait leur travail, ont contrôlé régulièrement, même si ça n'a pas été forcément médiatisé. Pas toujours.
Et souvent, il a compensé, il a donné des garanties aux agriculteurs. Je ne peux vous parler que de ce que je connais précisément depuis mon arrivée. Vous connaissez mon engagement. Ça ne remonte pas au mois d'avril. Quand on voit ce que vous êtes en train de mettre au jour, hein, et dont on entendait parler, on se dit que les contrôles, ils n'ont pas été très efficaces, parce que c'est des sommes colossales dont on parle aujourd'hui. Hein. Anticor, 30 millions d'euros, on parle de certains bénéficiaires à 150 000 euros. C'est des sommes extraordinaires pour un agriculteur en Corse. Pour ceux qui travaillent, qui mériteraient ces aides-là aussi. Hein. Je trouve que c'est indécent. Je l'ai déjà dit. Un agriculteur qui frauduleusement perçoit 400 000 euros par an, c'est indécent face à la précarité que nous avons eu l'occasion d'évoquer. Y compris dans ce monde agricole. Hein. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai rencontré de vrais agriculteurs, de vrais éleveurs, qui sont des défenseurs du territoire, qui sont des militants du territoire. À San Lorenzo, j'ai eu l'occasion de voir ce qu'était le parcours des porcins, par exemple. Et ce sont ces éleveurs-là que je veux défendre à travers le contrôle. Et en même temps, il y a certains agriculteurs qui vous reprochent de trop en faire. En même temps, qu'Anticor, vous savez, il y a toujours en Corse une attitude un peu paradoxale. Il y a un besoin d'État et l'État fait l'objet de beaucoup de critiques. L'État fait trop, fait pas assez, fait mal. Et donc, moi, je suis profondément attachée à l'égalité républicaine. Et ma main ne faiblira pas sur les contrôles, qu'il s'agisse de ces contrôles-là ou d'autres, parce que c'est un enjeu d'équité sociale. Alors, nous arrivons à la deuxième partie de notre émission avec Hugo Tradbunt sur un thème extrêmement important de façon générale, mais plus encore peut-être après la déclaration du président de la République sur la transition écologique, c'est celui de l'énergie. Et c'est Paul-Félix Benedetti, ingénieur de son État, et c'est à ce titre qu'il a accepté de débattre sur ce thème. Bonsoir et merci Paul-Félix Benedetti. Vous allez faire ce débat dans un instant avec Madame la Préfète, mais d'abord un rappel de ce dossier avec Pierre-Simon Pauli. Des milliers de personnes sans chauffage et qui s'éclairent à la bougie. Des groupes électrogènes livrés en urgence par EDF. L'hiver 2005 marque un tournant dans l'histoire énergétique de la Corse. Le blackout provoque une prise de conscience générale face à une hausse de 4% de la consommation chaque année et aux risques sanitaires. L'Assemblée de Corse se dote fin 2005 d'un plan énergétique. 3 axes majeurs. La construction de centrales pouvant fonctionner au gaz dès 2010, le développement des énergies renouvelables et le renforcement des interconnexions, c'est-à-dire un approvisionnement via l'Italie et la Sardaigne. La liaison Sacoy est renforcée, le câble Sarco est lancé en 2006. Aujourd'hui, ces connexions représentent 30% de la production d'énergie en Corse. 30%, c'est aussi la part des énergies renouvelables, pour la majeure partie hydraulique. Reste 40% de la production issue des centrales thermiques, et sur ce point, les engagements de 2005 n'ont pas été tenus. La nouvelle centrale de Luciana, convertible au gaz, a bien vu le jour, mais elle fonctionne au fioul léger. La vieille centrale du Vazio au fioul lourd est toujours en activité. Une enquête publique vient à peine d'être lancée pour son remplacement. Mais EDF reste évasif quant à un fonctionnement au gaz. Car le sujet est un vieux serpent de mer. En 2016, la Corse devient la première région à se doter d'une programmation pluriannuelle de l'énergie. Sont prévus 3 milliards d'euros d'investissement, l'augmentation des énergies renouvelables et le gaz naturel. La nouvelle centrale du Vazio fonctionnera directement au gaz naturel lors de sa mise en service en 2023, sans phase transitoire au fioul. Exit les projets Galsi, Cyrénée. La PPE prévoit un gazoduc reliant la centrale du Vazio à celle de Luciane, elle-même approvisionnée via une barge. Aujourd'hui, rien ne dit si ce projet verra le jour. Nicolas Hulot voulait l'enterrer avant son départ du gouvernement. Emmanuel Macron, lui, souhaite la fin des énergies fossiles à l'horizon 2050. Dans ce contexte, pas sûr que l'État investisse plusieurs centaines de millions d'euros pour un projet voué à disparaître. Alors Paul-Félix Benedetti, vous êtes plutôt d'accord avec la position de Nicolas Hulot qui a annoncé clairement l'abandon du projet Serénie et qui contredit le protocole qui avait été signé auparavant par Ségolène Royal avec la collectivité de Corse. C'est une proposition de bon sens. Lorsque j'ai été élu à l'Assemblée de Corse, j'ai été le seul à voter contre la programmation énergétique, car elle continue à faire la part belle aux énergies fossiles, contrairement à toutes les orientations mondiales et aux orientations propres de la France. Aujourd'hui, la Corse est un paradoxe. C'est l'île qui potentiellement a, en Europe, les plus grosses ressources propres, et en permanence on les nie. Ressources solaires, ressources éoliennes, ressources en biomasse, et ressources hydrauliques.
Un pays comme l'Espagne, dont on connaît l'aridité et la rigueur du climat méditerranéen, sec, envisage de se passer à l'horizon 2035-2040 de toutes les énergies fossiles qui représentent aujourd'hui 40% de son alimentation. Et elle est déjà à 40% d'énergie renouvelable. Comment la Corse peut passer à côté? C'est impensable. Aujourd'hui, la Corse consomme 650 000 tonnes d'énergie fossile. En gros, 350 à 400 000 tonnes pour ce qui est le roulant et 250 000 tonnes pour la production électrique. Ce qui veut dire 1 800 000 tonnes de CO2. Dans le cadre des logiques mondiales de taxation carbone, à terme, avec une taxe à 100 €, je rappelle que c'est l'objectif du président Macron, que la Suède est à 136 € la tonne. Ça voudrait dire un impôt pour la Corse de 180 à 200 millions d'euros par an. On va dans le mur. Comment résorber le rejet carbone si on ne fait pas aujourd'hui un début de décroissance de nos consommations en énergie fossile? Donc il y a la partie carburant et il y a la partie thermique en production électrique. Le projet de gazoduc est un projet complètement irréaliste en termes d'économie et en termes citoyens du monde, progrès pour l'humanité, refus de ce crédit carbone qu'on n'a pas le droit si on peut faire autre chose. On nie les potentialités de la Corse. Le rapport de l'Inspection générale des finances parle de 40 millions de mètres cubes de bois, un accroissement disponible de 1 million de mètres cubes. Pourquoi dans le programme bois-énergie, la Corse est complètement oubliée et on fait comme si on n'avait aucune potentialité? Pourquoi il est dit que l'énergie hydraulique ne peut pas être mobilisée? On peut la doubler. Toutes les études le montreront et je demande à ce que soit diligentée une inspection générale sur les potentialités naturelles de la Corse pour qu'on mette en opposition au gaz nos propres ressources disponibles. Eh bien, Madame Jeanne Chevalier peut peut-être vous répondre. Alors, je crois que nous sommes d'accord sur la trajectoire. La trajectoire, elle a été annoncée par le président de la République, reprécisée par Nicolas Hulot, la trajectoire de l'autonomie énergétique à l'horizon 2050. Vous savez que tout ça nécessite des étapes. Ce que j'ai pu constater à mon arrivée, c'est qu'il y a bien sûr une grande fragilité dans la sécurité de l'approvisionnement énergétique de la Corse. On le voit actuellement avec l'affaire de l'appontement Saint-Joseph, qui aurait pu nous mettre dans une situation dramatique si la collectivité de Corse et l'État n'avaient pas assumé des responsabilités à la place du concessionnaire. Où en est-on aujourd'hui très concrètement? La lettre de Nicolas Hulot a été interprétée différemment, chacun en a fait sa lecture, on a dû repréciser ce qu'il en était réellement lors de la venue de la directrice générale de l'énergie qui sera à nouveau là demain. On touche là à un sujet aussi du quotidien des Corses qui peut permettre qui doit permettre de respecter l'identité corse, le mix énergétique, vous avez fait référence, et également le développement durable. Donc le gazoduc, il a été décidé de poursuivre, à la demande d'ailleurs du Conseil exécutif, de poursuivre l'étude jusqu'au bout. Nous avons confié au GIRTEC une mission sur le foncier, parce qu'on sait que c'est aussi un des éléments, et le dialogue compétitif entre les entreprises va se poursuivre. Mais en parallèle, toutes les solutions, là encore, tous les champs du possible vont être étudiés. Comme vous le savez, actuellement, le dispositif est prévu sur, j'allais dire là aussi, sur 3 pieds. Les 2 centrales thermiques, les 2 raccords Sarco et Sacoy. Sacoy va être rénové compte tenu de sa vétusté. C'est aussi de la dépendance. Italie-Corse, hein, le cas. Italie-Corse, et le volet des énergies renouvelables. Pour ma part, je fonde beaucoup d'espoir dans la recherche, et notamment la recherche par rapport au stockage de l'énergie solaire. Nous avons la chance d'avoir une plateforme à Ajaccio, la plateforme MIRT, sous la houlette de l'Université de Corse, avec l'appui du CEA et du CNRS. Et hier même, nous passions en financement un dossier qui évoquait le stockage de l'énergie solaire via l'hydrogène. Je pense que c'est une perspective qu'il faut évidemment creuser, puisque ça nous permettra effectivement de réduire la dépendance énergétique. Et puis vous avez évoqué d'autres pistes.
sans doute que la révision de la PPE, dans laquelle nous sommes, nous avons ce soir un comité de pilotage avec le Conseil exécutif là-dessus. Moi, je pense qu'il faut effectivement ouvrir la réflexion sur toutes les possibilités. La centrale du Vazio va se déplacer au RICANT. J'ai lancé l'enquête publique, puisque vous savez qu'il y a toujours un débat sur le dimensionnement de cette centrale. Un débat qui est pour moi un débat d'experts entre EDF, la Commission de régulation de l'énergie. Mais je pense qu'il faut effectivement, là aussi, élargir pour tenir la trajectoire. Pour le stockage, vous savez, je crois que chercher les innovations, c'est bien. Mais le stockage le plus rationnel de l'énergie, c'est de l'eau, qui est placée en altitude et qu'on fait des cycles alternatifs, montée, descente, ce qu'on appelle les steppes. La Sardaigne, en 25 ans, a multiplié par 10 ses stockages. Elle est à 2000 millions de mètres cubes. Il y a encore 15 ans, moi quand j'étais jeune ingénieur à l'Office hydraulique, c'était le projet de vendre 200 millions de mètres cubes à la Sardaigne. La Corse, depuis 25 ans, n'a pas fait un seul mètre cube de stockage. On est toujours à 100 millions. La Sardaigne stocke 15% de ses précipitations annuelles. La Corse stocke 1,5%. La Corse est une montagne dans la mer, elle est très arrosée, elle a des ressources hydrauliques énormes et elle a des capacités de stockage énormes. Déjà qu'on prospecte à ce niveau-là et qu'on arrête de philosopher sur les énergies de l'avenir, les stockages de l'avenir. On a des stockages rationnels à dimension technique adaptée, maîtrisée. La France est un des pionniers de tout ce qui est hydraulique, grands barrages, grands aménagements. Elle a de quoi missionner une vraie expertise et qu'on arrête, par exemple, de décréter qu'on a saturé nos potentialités hydrauliques, que ce soit en termes de stockage ou en termes de production. Ensuite, au niveau global de l'énergie, moi je voudrais revenir à l'essence, parce que c'est stratégique. On ne peut pas aujourd'hui rester sur une situation de monopole. On a un dépôt pétrolier, Madame la Préfète, là j'ai une question directe. Le groupe Ruby a, en catimini, ce sont des traders, acheté 75% des parts stratégiques du dépôt. Est-ce que on peut envisager que soit sollicitée l'autorité de la concurrence pour une expertise? En 2009, lorsqu'ils ont acheté les premières parts de marché en Corse, il y a eu expertise de l'autorité de la concurrence. Aujourd'hui, avant de rentrer dans les mécanismes des prix, s'il y a un monopole, il faut casser le monopole. L'indice IHH de concentration, qui est la base de la référence, à partir de 2000, les Américains considèrent qu'on est en logique de trust et qu'on doit démanteler. On était à 2600 en indice il y a un an. Aujourd'hui, on est à plus de 4000. Moi, je voudrais savoir quels sont les mécanismes pour revenir à de la rationalité. Parce que tout est lié. C'est un débat un peu technique quand même pour les téléspectateurs. Moi, je demande à savoir si on va non pas diligenter une expertise de ADCCRF, mais de demander à saisir l'autorité de la concurrence. C'est autre chose. Donc, je rappelle que ce qui est dans mes prérogatives, c'est effectivement de diligenter ce contrôle, mais ce contrôle concurrentiel. Donc, s'il y a une situation de monopole, elle s'exprimera à ce moment-là. Ce contrôle va être conduit rapidement. Et je rappelle aussi que l'autorité de régulation, elle peut être aussi saisie par un certain nombre de... Oui. J'espère qu'ils m'entendent ce soir. La question s'adresse aussi à eux. Voilà, vous m'avez devancé, mais parce qu'effectivement, le préfet, le président de l'exécutif peut le faire, mais aujourd'hui, il faut qu'on sache. Moi, je souhaite savoir, effectivement, si ce qui m'est indiqué est exact. Donc, j'ai à ma disposition des services compétents, en qui j'ai totale confiance, et qui vont faire ce travail pour éclairer les décisions. S'il y a une situation de monopole, elle apparaîtra très clairement dans cette enquête. Et ça me semble être le moyen le plus rapide à disposition de l'État pour répondre aux problèmes que vous soulevez. Eh bien voilà, le temps imparti est dépassé. Merci Paul-Félix Benedetti d'avoir participé à ce débat. Vous avez maintenant laissé votre place à mes collègues, accompagnés de nouvel invité qui, lui, va participer au débriefing de l'émission. Il s'agit de Jean-Louis Andréane, ancien journaliste au Monde et auteur de plusieurs ouvrages, dont celui qui date un peu maintenant, Comprendre la Corse, édité il y a quelques années. Jean-Louis Andréane, bonsoir. Avec des rééditions récentes, bonsoir. Avec des rééditions, voilà. Bonsoir et merci de votre participation. Alors comment est-ce que vous avez jugé la prestation de Josiane Chevalier et puis bien au-delà
la politique de l'État en Corse. Bah écoutez, j'ai évidemment trouvé ça intéressant. Je vais essayer de rebondir sur certains des aspects que vous avez évoqués, notamment sur la question de l'État, qui évidemment est au centre de tous les débats, et puis aussi quelques questions un peu différentes. Alors je vais commencer, si vous me permettez, par 2 questions un peu personnelles, mais tout en restant bien entendu dans le cadre de vos attributions. J'ai rencontré il y a quelques mois un magistrat qui avait été en poste plusieurs années en Corse et qui maintenant était dans une ville du centre de la France. Il me disait que, je dirais pas qu'il s'ennuyait, mais il disait la Corse est une drogue dure. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt pour vous poser la question, et c'est vrai aussi que quand il était en poste, la situation était moins calme que maintenant, mais que vous inspire cette réflexion ? Mais je partage assez cette impression, puisque je vois l'attachement qu'ont mes anciens collègues à la Corse. La Corse fascine, la Corse a quelque chose de fascinant. En Corse, on s'intéresse beaucoup aussi à la chose publique, on débat en permanence, et je comprends effectivement ce que vous avez exprimé pour vivre en Corse aux côtés des Corses depuis bientôt 7 mois. J'ai l'impression de vivre une aventure tout à fait extraordinaire, de réinventer mon métier chaque matin. C'est aussi un territoire où on peut innover, où on peut travailler directement avec les gens, où aucun dossier n'est anodin, où le préfet peut être utile puisque tous les dossiers remontent au préfet, Et moi, quand je communique, c'est ma manière de rendre compte aux citoyens et aux contribuables. Parce que quand je me lève tous les matins, je me dis que j'ai un service à rendre et que j'ai un service de qualité à rendre. Et ici, on peut mesurer l'efficacité des services de l'État. D'accord. Alors, deuxième question un peu personnelle, c'est la première fois que le représentant de l'État est une représentante, et donc une préfète. Alors, est-ce que cette singularité, cette nouveauté, a joué, d'après vous, sur l'accueil que vous avez reçu dans un sens ou dans l'autre, d'une façon ou d'une autre ? Je pense que le fait d'être la première femme, d'abord, c'est un honneur pour moi, mais c'est aussi une responsabilité. Et je pense que cette nomination, enfin, ça m'a été dit à plusieurs reprises, ça fait plaisir aux femmes corses, c'est une évidence. Et ça me donne aussi la responsabilité de m'intéresser encore plus à tous les sujets qui concernent les femmes, que ce soit l'insertion professionnelle, la violence faite aux femmes. D'autant que les femmes ont souvent été à la pointe des luttes sociétales en Corse. Exactement. Il y a aussi une résistante célèbre pour qui j'ai le plus grand respect, Madame Casanova. Et je crois que les femmes ici ont peut-être aussi un rôle d'apaisement. C'est en tous les cas sous cette thématique que j'ai inscrit mes relations avec l'ensemble des élus de la Corse. Très bien, alors justement, c'était une de mes questions suivantes. On va passer au volet plus politique, au sens large, puisque bien évidemment vous ne pouvez pas prendre de position politique. Vous avez, au début de cette émission, évoqué un territoire exceptionnel. Alors je voudrais aller un peu plus loin, à partir de l'idée qu'il y a un débat que vous connaissez sur le continent très ancien et qui finalement n'a jamais vraiment été tranché. Est-ce que la Corse, après tout, est un bout de France comme un autre, avec ses coutumes, ses singularités, comme on trouve dans tout l'Hexagone, ou est-ce qu'il y a une particularité plus particulière, si j'ose dire, que les autres régions? Je parle de l'ancien découpage, puisqu'avec le nouveau découpage, tout ça n'a plus beaucoup de sens. Mais vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est une région, après tout, comme une autre, ou est-ce qu'il y a vraiment une identité très particulière et qui, d'ailleurs, justifie, dans le cadre de ce débat, un traitement tout à fait différent? La France a de la chance d'avoir une région comme la Corse. Je le dis vraiment sans flagornerie, mais je le dis parce que ici, on peut faire du sur-mesure, ici on peut innover, ici l'intérêt des Corses pour la politique fait qu'on peut traiter différemment les sujets. On peut les traiter surtout de manière humaine. Et c'est peut-être ça qui fait la différence avec les autres régions, mais
je le redis aussi, je n'ai pas l'impression d'exercer différemment mon métier ici, si ce n'est avec un état d'esprit qui est encore plus en mode solution. Ce que je dis régulièrement à mes services, c'est que la Corse s'administre quand même différemment et qu'il faut vraiment ici s'inscrire dans ce mode solution. Et essayer de créer, comme le font beaucoup d'élus. J'ai rencontré beaucoup de maires, le maire de Kozan, le maire d'Evisa, de Kristinach, qui ont très bien intégré cette dimension de l'innovation. Et peut-être qui inventent des modèles qui pourront être transposés ailleurs. Mais la taille et peut-être le phénomène insulaire aussi fait qu'on est plus proche, qu'on se sent plus solidaire. Est-ce qu'il y a vraiment une identité singulière ou est-ce que, encore une fois, après tout, de la Bretagne a aussi son identité? Est-ce qu'il y a une différence en termes d'identité par rapport aux autres? J'ai déjà été en poste dans une région où il y avait une forte identité, puisque j'étais en poste dans les Pyrénées-Orientales. Ici, je dirais qu'il y a une identité encore beaucoup plus forte. Bon, il y a l'histoire que vous avez fort bien décrite. Il y a aussi le fait d'être peut-être à l'avant-garde avec cette collectivité unique qui n'existe nulle part. Enfin, fusionner une région de département, c'est quand même très, très novateur, même si on n'en est qu'aux prémices. Et je pense que la Corse peut inventer un nouveau modèle en matière de sécurité. On n'a pas parlé aujourd'hui de sécurité. Il y a un art de vivre en Corse. On n'a pas, par exemple, ce sentiment d'insécurité comme on peut avoir sur le continent ou sur les zones touristiques. Ici, l'été, il y a beaucoup de monde, mais on n'a pas plus de problèmes de sécurité. Il y a un vrai art de vivre en Corse. D'accord. Alors, je voudrais en revenir aux relations avec les élus. Vous avez à l'instant dit que, notamment en tant que femme, vous vouliez apaiser les relations. Et alors, pour tout vous dire, j'avais été très surpris en février de la tonalité du président de la République quand il est venu sur place. J'avais été surpris et je dirais à la limite choqué parce que les élus nationalistes, quoi qu'ils puissent en penser, sont maintenant des élus de la République. Et j'avais été un peu surpris du traitement, pour le coup très différencié, qu'il leur accordait par rapport aux autres. Alors, pour parler familièrement, à vous écouter tout à l'heure et à vous écouter encore maintenant, vous avez une tonalité très différente. Et je me demande si vous n'êtes pas en train d'essayer de recoller les morceaux quelque part, quoi. Quand je suis arrivé, je me suis dit, après tout, compte tenu de cette visite, compte tenu de la nature politique des élus, peut-être la préfète, elle a une relation, c'est une sorte de cohabitation finalement. Et puis là, en vous écoutant, je me dis qu'en tout cas, vous essayez que ce ne soit pas comme ça. Moi, j'arrive avec ce que je suis, je l'ai déjà dit. Vous savez, ce métier est un métier qui demande beaucoup d'engagement, on y apporte de soi. Et je pense que le fait d'être une femme aussi facilite le rapport avec l'ensemble des élus, parce qu'on a beaucoup parlé du président du conseil exécutif, mais il y a aussi les présidents d'office. Le président de l'ODARC, Lionel Mortigne, est quelqu'un avec qui je partage une vision partagée de l'agriculture. Je sais aussi que c'est un sujet qui vous tient à cœur, ou d'autres présidents d'office. Moi, je n'ai aucun problème à travailler avec des élus, quelle que soit leur appartenance politique. Et j'applique ici la même méthode de proximité. J'ai toujours mis beaucoup d'humain dans ma façon d'exercer le métier, à la fois avec les gens qui travaillent avec moi, mais surtout avec les partenaires. Et je ne conçois pas de ne pas travailler avec ceux qui sont les acteurs de la société, qui la font vivre, qui définissent la vision aussi qu'ils peuvent avoir. L'avenir, il s'écrit ici, il ne s'écrit pas à Paris, il s'écrit en Corse. Mais vous pouvez évidemment pas, dans votre position, répondre par oui ou par non, mais encore une fois, vous avez quand même un ton qui a peu de choses à voir avec celui qu'avait le président de la République quand il est venu. Je suis là pour appliquer la feuille de route du président de la République. La feuille de route, elle est claire. Tous les préfets n'ont pas la chance d'avoir une feuille de route aussi précise. Et cette feuille de route, je l'applique avec ma personnalité. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Donc vous avez une personnalité moins cassante, moins méprisante, puisque c'est un terme qu'on applique souvent au président de la République, et plus ouverte. C'est ça votre message. Chacun, enfin je vous laisse libre de votre jugement, mais chacun a sa façon d'être. Moi je ne juge pas, et je suis quelqu'un qui essaie d'avancer, de faire avancer le territoire, de faire avancer de manière positive et vraiment dans l'apaisement et dans le respect, parce que je crois que ce
ce petit mot respect, on l'oublie beaucoup trop. Mais justement, est-ce que vous n'allez pas être en contradiction avec, par exemple, le voyage annoncé du Premier ministre? Parce que les quelques éléments du voyage que l'on a, c'est quand même assez étonnant qu'il ne rencontre pas de façon officielle les représentants et de l'exécutif. Je crois qu'il voit entre deux portes le président Siméone. Il ne rencontre pas le président de l'Assemblée de Corse. Il va faire le tour des communes qui représentent l'opposition territoriale. C'est quand même assez étonnant, ça. Alors tout d'abord, je voudrais rappeler l'attention du gouvernement pour la Corse compte tenu du nombre de déplacements ministériels. Ça aussi, c'était annoncé dans le discours du président de la République. Madame Gourault est venue 7 fois. Le président de la République donc, est venu 2 jours. Il y a eu beaucoup d'autres ministres. Et le Premier ministre vient aussi pour mettre en perspective l'action de l'État et puis pour contrôler aussi ce qui est fait dans le cadre des engagements du président de la République. Vous en savez peut-être plus que moi sur le programme qui n'est pas de toute façon à ce jour arrêté. Et bien sûr qu'il y aura une place pour le président du Conseil exécutif. Les élus sont toujours invités à l'ensemble du déplacement, qu'il s'agisse bien sûr des parlementaires, mais également du président de l'Assemblée, du président du Conseil exécutif. Ils sont invités à l'ensemble des séquences. Et l'approche du Premier ministre respecte j'allais dire les 2 pôles de la Corse. Ils ne seront pas à l'Assemblée, a priori. Bastia et Ajaccio. C'est ainsi que se conçoit toujours un déplacement quand il est sur plusieurs jours. On a toujours souci d'équilibre des territoires, mais ce n'est pas quelque chose qui est bâti sur des considérations politiciennes, puisque c'est un petit peu ce que vous souhaitez simplement politique. Il y a une réforme constitutionnelle qui va venir en débat. Normalement, au 14 janvier. Mais cela dit, petite parenthèse, est-il sûr qu'il va venir, le Premier ministre, parce que sa visite est prévue au lendemain de l'acte 4 qui se profile encore de la mobilisation des Gilets jaunes? Aujourd'hui, je ne peux pas vous apporter une confirmation de son déplacement. Vous savez qu'un déplacement de président de la République, de Premier ministre, est souvent soumis, comme vous le soulignez, à un agenda soit national, soit international. Donc je ne suis évidemment pas en capacité de vous confirmer quoi que ce soit aujourd'hui. Mais là, c'est le contexte. Il peut être pris, s'il vient entre 2 feux, la colère des Gilets jaunes, mais aussi les nationalistes. On a eu un appel de Jean-Félix Aquavive, nouveau secrétaire national du parti Fais-moi à gauche, qui dit que les nationalistes doivent se mobiliser pour que le gouvernement cesse d'être sourd à nos revendications. Eh bien, nous verrons bien. Moi, je suis là pour veiller aussi à améliorer le quotidien des habitantes et des habitants de la Corse. J'y consacre toute mon énergie et je ne fais pas de Au niveau de vos services, il y a des remontées sans doute, non ? Comme il y a eu, je lisais un article hier dans Le Monde, des préfets sous le sceau de l'anonymat, qui ont fait remonter au niveau... Vous verrez la déclaration qui a été faite par le président de l'association du corps préfectoral. Nous sommes très choqués par ces commentaires qui ont pu être faits. Ça ne correspond pas ni à notre éthique, ni à notre déontologie, ni à bien entendu à nos valeurs. Nous sommes des serviteurs de la République et il ne saurait être question de commenter l'action du gouvernement. Nous sommes là pour appliquer de manière loyale la politique du gouvernement et il y aura une réaction de l'association du corps préfectoral par rapport à cet article. Pour préciser, ce sont des préfets qui ont dénoncé la déconnexion... Je connais l'article du Monde. Pas les téléspectateurs. Pour ceux qui nous regardent, qui ont dénoncé une certaine déconnexion de l'exécutif par rapport aux revendications de la population. Voilà. Eh bien, il y aura une réaction de l'association du corps préfectoral pour s'inscrire en faux contre ces commentaires inacceptables pour des hauts fonctionnaires de l'État soumis à un certain nombre d'obligations. Je voudrais vous demander quelques mots sur la société corse. Vous en avez parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette émission en disant qu'il y avait des capacités d'innovation. Et je voulais vous demander de façon plus générale, c'est aussi un débat qui traverse la Corse depuis longtemps. Est-ce que vous trouvez la société corse plus fracturée, plus inquiète, plus en recherche de projets que sur le continent, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression qu'il y a justement, peut-être liée à cette capacité d'innovation, une dynamique propre qui, là, serait plutôt un atout? Moi, je crois qu'il y a une vraie dynamique.
à tous les niveaux, au niveau des politiques, au niveau des entreprises. J'ai vu des chefs d'entreprise extraordinaires, si je pense à Corsica Essence, à San Paul, une petite entreprise très innovante qui travaille avec le monde entier. Je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'intelligence en Corse, beaucoup d'intelligence collective. Les Corses sont des gens accueillants, généreux, qui expriment souvent beaucoup de solidarité. Je dois dire que j'attends avec impatience chaque samedi pour me rendre dans une nouvelle commune, une nouvelle intercommunalité, parce que j'y reçois un accueil chaleureux. Je peux discuter en direct avec les habitants, voire parfois aller prendre le café chez eux. Je trouve qu'il y a une vraie hospitalité et ce supplément d'âme peut-être qui manque à notre société. D'accord. Alors on a parlé des nationalistes qui maintenant sont en situation de pouvoir régional. Et à la différence de la plupart de vos prédécesseurs, sauf les plus récents, vous n'avez pas été confronté à ce qui était leur principale priorité, à savoir l'ordre public et la violence clandestine. Et je voulais simplement vous demander, puisque vous n'avez plus cette préoccupation qu'ils ont longtemps eue pendant quelques 30 ans, vous, quel est votre principal problème? Quelle est votre première priorité au quotidien? Et en matière de sécurité, peut-être? Alors, la violence n'existe plus comme elle existait avant. Il y a moins de dégradation par explosif. Les homicides sont passés de 45 en 2009 à 6 aujourd'hui. Mais néanmoins, moi, j'observe une grande vigilance. Par rapport à ces règlements de compte entre bandits qui existent encore, qui nuit à l'image de la Corse, qui renforce parfois les clichés. Nos services sont très très investis, puisque maintenant il y a même des interpellations avant le passage à l'acte. Il y a eu un événement récent qui l'a montré. Je suis attentive aussi, même s'ils sont peu fréquents, aux vols à main armée. Il y a eu un exemple à Sartène. Alors c'est vrai que l'enquête a très rapidement produit des effets. Et puis il y a une mobilisation très forte par rapport à la lutte contre les stupéfiants. Il y a eu beaucoup de saisies. On est très attentif aussi à l'accès facile aux armes. Et là, je vais déployer un plan d'action, parce que je ne peux pas me satisfaire qu'on saisisse des armes uniquement quand il y a des opérations judiciaires. Je crois qu'il faut agir un peu sur tous ces fronts de la sécurité pour pouvoir conserver l'attractivité de la Corse et, je le redis, cet art de vivre qui fait sans doute que tout le monde parle avec beaucoup d'émotion de cette la économie Corse. qui est sous influence, avec la prégnance du grand banditisme, celle qui se voit moins, mais qui existe réellement sur le chef d'entreprise, dans certains secteurs, le bâtiment, le tourisme, etc. Là, on ne voit pas quand même beaucoup de résultats. Alors, c'est un travail de longue haleine. Il y a beaucoup de moyens en Corse pour lutter contre cette délinquance affairiste que vous évoquez, à la fois au niveau de la police judiciaire, avec parfois l'appui de la GIRS de Marseille, la sûreté régionale de la gendarmerie, enfin tous les moyens de l'État, sont concentrés sur ces dossiers, mais je le redis, des dossiers qui nécessitent des investigations extrêmement longues, ce qui peut parfois laisser croire que les enquêtes ou les sujets ne sont pas menés à leur terme. Et cette violence clandestine dont parlait Jean-Pierre Ryan tout à l'heure, est-ce qu'elle est encore dans les radars de vos services aujourd'hui? Est-ce que vous dites, vu l'état du dialogue entre la collectivité et l'État, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut à un moment ressurgir? Pour vous, est-ce que ça appartient tout simplement au passé? Nous restons vigilants puisqu'il y a aussi parfois des phénomènes inquiétants qui viennent des extrêmes, qui parfois se revendiquent nationalistes alors qu'ils ne le sont pas du tout. On a des petits groupes qu'il faut surveiller. J'ai reçu il y a peu de temps la Ligue des droits de l'homme. On a évoqué ce sujet qui les inquiète. Ils reçoivent parfois des menaces. Et je crois qu'il faut rester vigilant. Nous le restons. Nous veillons à l'analyse de tous ces phénomènes qui peuvent ressurgir. Il y a effectivement de la fragilité. Y compris par rapport à cette violence que la Corse ne connaissait pas auparavant, cette violence des jeunes. Il y a quelques semaines, notamment à Bastia, nous avons connu des rixes mêlant 50 jeunes, notamment il y a, me semble-t-il, un gendarme, ou en tout cas un garde du corps du préfet qui a été très sérieusement blessé. Ça vous inquiète, cette violence que la Corse ne connaissait pas et qui apparaît aujourd'hui dans les quartiers ?
Alors, il y a eu le procès hier qui s'est terminé des jardins de l'Empereur à Ajaccio, mais c'est de plus en plus fréquent ici. Je ne partage pas tout à fait cette analyse. Ici, les choses sont beaucoup plus visibles. Effectivement, il y a eu ce phénomène à Bastia, mais on a les moyens d'y remédier assez rapidement. Les jardins de l'Empereur, nous conduisons un certain nombre d'actions préventives régulièrement. Les moyens font qu'on peut traiter en réactivité, voire parfois en préventif les sujets. C'est l'intérêt aussi de la taille de la Corse. Tout le monde se connaît, donc il y a aussi... C'est lié au trafic de drogue aussi, c'est pour ça que j'en parle. Oui, c'est ce que j'exprimais. Je crois que sur la lutte contre les trafics de drogue doit vraiment, et elle nous préoccupe, et nous y mettons des moyens. Il y a eu 10 démantèlements de réseaux, des saisies très importantes de cannabis, de cocaïne, d'héroïne. C'est un combat de tous les jours. Et un combat que nous menons aussi avec les maires, qui ont leur rôle à jouer en termes de prévention. Josiane Chevalier, ce sera là votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Cet échange. Messieurs, merci à vous également. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Il en reste encore beaucoup d'autres, mais ce sera pour une autre occasione. Ecco contrastava e compio, ci ritroviamo l'anno prossimo con altre invitati. Buonasera a tutti.